passer au chapitre de la contribution de votre parti dans ce gouvernement. En quoi a contribué le PAM au bilan de mi-mandat? Écoutez, département par département, il nous faudrait des heures pour en parler. Une synthèse, on va dire. Je vais vous dire, d'abord politiquement, c'est un gouvernement qui a apporté beaucoup de fraîcheur à la scène politique. Fraîcheur en termes de jeunesse, de quoi? Non, fraîcheur en termes d'idées, fraîcheur en termes de courage, fraîcheur en termes de présence sur le terrain. Nos ministres sont là, ils sont engagés, ils ont chacun et chacune leur feuille de route. Nous en faisons l'évaluation. Ils, tous, quand ils sont confrontés à la crise, ne se débinent pas et la gèrent correctement. Donc je pense que le PAM, réellement, a su être une plus-value dans ce gouvernement. Il n'y a qu'à les voir dans leur passage au Parlement pour montrer la présence du PAM à côté de ses deux partenaires politiques. D'accord. On attendait une contribution importante de votre parti pour le code pénal, qui n'a toujours pas été adopté. Comment vous l'expliquez? C'est un code pénal. Hein. Ouais, personne ne l'adopte en 2 ans et demi, oui, je vous rassure. Il 4 ans. Et d'ailleurs, ça me rassurerait, parce que c'est tellement déterminant pour une société, ouais. Et il fait tellement débat, partout, dans toutes les sociétés. C'est un code pénal. On est en train de parler de comment établir les liens entre deux individus et avec les répressions qui en découlent. Donc ça dure depuis 5 ans quand même. Est-ce qu'il faut autant de temps Non, 5 ans non, parce que nous sommes arrivés, je pense que le ministre de la Justice l'a retiré pour pouvoir en faire une lecture. Oui. Et c'est normal, nous sommes un gouvernement moderniste. Notre parti, justement, vous êtes moderniste, notre parti, dès sa création, ne s'est jamais caché de vouloir des avancées majeures en termes de liberté publique et individuelle. Des exemples? Et ça, je n'ai même pas encore lu le projet du code pénal pour vous en parler. Qu'est-ce que vous suggérez comme avancée? Mais je vais vous dire très sincèrement, je ne rentrerai pas avec vous dans ce débat-là. Je laisserai le ministre de la Justice. Vous savez, j'aime bien qu'on respecte mes prérogatives et généralement, je n'aime pas débattre de ce qui ne m'appartient pas. Et puis là, on est sur un bilan de gouvernement, donc, mais je serai heureuse de vous recevoir au parti pour répondre à tout l'engagement. Et je pense que c'est important de scinder entre l'engagement partisan, malheureusement, on l'a vu trop souvent confondu ces dernières années, pour n'avoir pas à faire la même erreur. Mon engagement au gouvernement est un engagement avec 2 partenaires politiques et avec une vision royale que nous accompagnons, tout en y rajoutant un certain nombre d'impulsions politiques communes. Et puis il y a les engagements partisans. Les engagements partisans, ceux-là, ils se discutent dans un autre cadre. Et je serais ravie de vous parler de mes convictions politiques au-delà du résultat de ce gouvernement. On ne s'est jamais caché de dire que le PAM, authenticité et modernité, oui, nous avons une identité marocaine dont nous sommes très fiers. Avec son référentiel culturel, son référentiel religieux. Moi-même étant une femme extrêmement croyante, et vous me posiez la question de comment j'arrive à gérer 2 fonctions importantes plus un engagement partisan. Si je n'avais pas la foi que j'ai, je pense que j'aurais pu à plusieurs moments m'effondrer, m'écrouler, décrocher, mais c'est la foi en Dieu et la foi en mon pays, en ma patrie, qui fait que je réussis à avancer. Donc nous sommes très très fiers de cette identité marocaine. Et je pense que le PAM, et pour les connaître, tous les militants quasi un à un, c'est des 200% marocains. C'est des gens qui aiment profondément leur pays, qui aiment profondément son identité, qui aiment profondément sa culture, qui non seulement s'en prévalent, mais veulent la valoriser et veulent la faire durer. Mais avec ça, nous croyons que l'individu est une centralité, que nous sommes dans une société où un individu est responsable, et que s'il est responsable, on ne peut pas continuer à l'envisager comme un mineur quand il est majeur, comme un majeur quand il est mineur. Vous voulez dire pour faire la transition avec la Moudouena. Il y a des archaïsmes qu'il faut dépasser. Il y a, je pense, aujourd'hui une société moderne, il y a une jeunesse. Il n'y a qu'à voir les réseaux sociaux pour voir la jeunesse. Et comme dans toute société, il y a des conservateurs, il y a des modernistes et des progressistes. Et nous trouverons, je suis sûre, comme le Maroc a
toujours su le faire, le juste équilibre qui laissera plus de champ à l'individu pour exister, pour s'épanouir et pour devenir un acteur à part entière de notre société, tout en préservant ce référentiel qui est le nôtre. Et si on s'appelle authenticité et modernité, c'est bien parce que nous croyons qu'il ne faut pas être soit authentique, soit moderne, mais que l'exercice le plus difficile, c'est ce juste équilibre entre les deux que le Maroc réussit divinement bien. Donc on peut imaginer qu'il soit adopté avant la fin de votre mandat, ce fameux code pénal. Je ne peux pas m'engager sur un agenda qui n'est pas le mien, qui est celui du ministre. Vous êtes chef de parti, quand oui, même. Mais qui est ministre de la Justice. Maintenant, je vous dis très sincèrement, oui, je l'espère. D'accord. Je l'espère parce que je pense que ce gouvernement a la capacité de convaincre par rapport à des réformes courageuses et ambitieuses dont le pays a besoin, dont les Marocains ont besoin. Donc vous disiez, votre désir de réforme, il va jusqu'où pour la Moudawana? Sur la Moudawana, notre désir de réforme, et très sincèrement, les militantes et les militants du parti ont fait un travail formidable qui a été présenté à la commission. Il y a des lignes rouges. Il y a des lignes rouges pour nous. Je vous disais le mariage des mineurs. D'accord. C'est pour nous une ligne rouge. Nous considérons qu'un enfant, si l'État ne lui fait pas confiance pour qu'il vote parce qu'il n'a pas encore atteint sa maturité, il n'y a pas de raison qu'on mette une jeune fille entre de les 13 mains, ans, enceinte, par exemple. entre les mains, Mariée, et freiner par là même l'endroit où elle est censée être, à savoir l'école. Elle est censée s'épanouir, elle est censée se développer physiquement, et les médecins s'accordent à dire que la croissance ne commence à s'achever que vers les 18 ans, 20 ans. Donc je pense que sous prétexte de réflexes ancestraux qui avaient peut-être du sens à ce moment-là et qui aujourd'hui n'en ont plus, il faut absolument arrêter le mariage des mineurs. Plus d'exceptions? À mon sens, non. D'accord. Alors un dossier quand même fondamental dont tous les partis politiques sont assez frileux, l'égalité dans l'héritage. Vous êtes une femme, est-ce que vous irez jusqu'à interdire l'héritage par ta'sib? Est-ce que nous irons... Vous m'interrogez moi ou vous interrogez la proposition du... Non, ce qu'il faut dire sur l'héritage, il y a deux choses. La première, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes passés de 6-7 enfants par femme. Absolument. À 2,1. Nous sommes dans le renouvellement des générations. Quand vous êtes un couple et que vous avez 2 enfants, la probabilité pour n'avoir que des filles, elle est multipliée par je ne sais pas combien, je n'ai jamais été très forte en probabilité. Donc, la difficulté de voir ses filles et son épouse, dans le cas du décès du mari, se voir spoliés par un arrière-cousin ou par l'État qui probablement n'avait pas de bonnes relations avec la famille. Ou qu'elle ne connaissait. Moi, je vais vous dire, moi j'ai été avocate, j'ai eu à gérer une affaire qui m'a profondément choquée. D'une maman avec sa petite fille qui est venue à mon bureau portant le blanc, où moins de 40 jours après le décès de son mari, le cousin les a obligés à vendre la maison, qui était une petite bicoque. Et ces femmes sont venues me voir en me disant on est à la rue. Maintenant, il y a un texte précis dans l'islam, dans le Coran, qui détermine toutes les règles de l'héritage. Vous comprenez bien que pour un État musulman, il est très difficile de faire fi du texte. Et ce n'est pas ce que nous demandons. D'accord. Maintenant, je vous ai dit, la situation d'aujourd'hui et la situation d'il y a 20 ans, ou 30 ans, ou 40 ans, ou un siècle, ou 2 siècles, n'est pas la même. Oui. Que toutes les situations d'injustice, et le Coran parle de justice, et parle de justice sociale, et parle de protéger la femme et les enfants. D'un texte qui a 1400 ans, ou 1500 ans. Oui, mais qui est un texte qui aujourd'hui impacte ma vie. Moi, je ne m'en défais pas. Moi, je suis musulmane, je prie, je crois en Dieu, et croyez-moi qu'il est très présent. Je parle de l'héritage. Qu'il est très présent dans ma vie. Bien sûr. Ce que je veux dire,
c'est qu'il y a un texte précis, mais il y a une philosophie aussi du texte. Et la philosophie du texte, elle se base sur la justice. Oui. Maintenant, il y a un certain nombre de mécanismes qu'il faut renforcer pour permettre à un jeune couple qui n'a que des filles de pouvoir sortir de ce système-là. Vous pensez à quoi? Des donations? Un testament? Les donations, ça existe. Je pense qu'il y a des mécanismes juridiques qui peuvent être encore plus forts pour protéger ces enfants en cas d'accident si vous n'avez pas eu le temps de faire des donations. Mais moi, pour moi, je vous dis très sincèrement, pour moi, l'islam, oui, ce sont des règles. Mais vous savez que quand vous lisez le Coran, 4% seulement du Coran sont des règles contraignantes. Tout le reste, c'est l'esprit de l'islam. Interprété. Tout l'esprit de l'islam. Et l'esprit de l'islam est un esprit de valeurs universelles, de justice, d'équité, de protéger le plus faible et pas le mettre en péril. Et je pense qu'avoir une lecture très orthodoxe et créer de l'injustice, ce n'est pas la volonté de Dieu. Oui, mais entre la théorie et la pratique... Ça sera toute l'intelligence croyez-moi, je trouve exceptionnel, et ça fait partie de l'exception marocaine, qu'on ait Amir al-Mu'minin, qu'on ait un conseil des ulama, qu'on ait des courants féministes, qu'on ait un certain nombre, alhamdoulilah, notre pays a réussi à créer ça, ce qui n'est pas toujours présent dans les... Je vais vous dire, aujourd'hui on le voit, des restrictions, de la censure, notre pays a réussi quand même à créer un espace de liberté où des gens de différents abords. Moi, ce que je veux dire, et ce qui est important pour moi en tant que femme, c'est que le texte, oui, je le lis moi-même, je m'en imprègne moi-même, et qu'il ne faut pas, sous prétexte du texte, créer de l'injustice. D'accord. Voilà. Et je ne suis ni alim, ni théologienne, mais je suis une femme de son temps qui aime ce pays, qui aime sa religion et qui veut vivre sereinement les choses. Donc si j'ai bien compris, si les textes sont figés, on ne peut pas y toucher, l'égalité parfaite entre l'homme et la femme, c'est pas pour demain. L'égalité parfaite entre l'homme et la femme, elle existe nulle part à Samir. On ne va pas se cacher je veux dire, les États-Unis, la France, prenons-la, la France, le droit de vote en France, c'est 1945. Absolument. S'il vous plaît. Oui. Quand vous voyez aujourd'hui les différences et les divergences au niveau des salaires et de l'accès à des postes et de l'accès à la politique. Oui, aujourd'hui, tous les partis politiques en France et en Europe et partout dans les pays qui se disent égalitaires entre hommes et femmes, aujourd'hui payent des pénalités parce qu'ils n'arrivent pas à atteindre les quotas exigés pour l'accès à la femme. Je parle du code de la famille. Non, je ne me cacherai pas derrière l'islam pour dire que l'islam joue son rôle. C'est une religion que nous avons qui est une religion d'État. Alhamdoulilah, notre histoire séculaire place une institution qui tranche l'interprétation, à savoir Imarat al-Mu'minin, et c'est ce qui permet justement cette évolution authentique et moderne de notre pays sans heurts et sans révolte, alhamdoulilah, avec toujours beaucoup de sagesse, parce qu'on est en désaccord, mais on finit toujours par converger. Ça a été le cas en 2003 et 2004 avec l'adoption de la nouvelle Mouadouana. Mais l'égalité homme-femme, malheureusement, et je le dis malheureusement, n'est pas une réalité, est une réalité nulle part. C'est un idéal auquel on aspire, on travaille pour, et je pense que le plus important, c'est que la femme qui a accès à une fonction, qu'elle soit dans le privé ou dans le public, est en train de prouver aujourd'hui ses capacités. Que moi-même, nous gérons les écoles d'architectes, et je vois que le nombre de filles diplômées est tellement plus important que le nombre de garçons. Donc la femme marocaine a prouvé qu'elle était une femme engagée, qu'une femme capable, qu'une femme émancipée, qu'une femme qui contribue à l'économie de son pays, qu'elle est artiste, qu'elle est poète, qu'elle est actrice, qu'elle est chanteuse, qu'elle est femme de religion, et beaucoup de femmes aujourd'hui écrivent sur l'islam et sur la femme en islam. Donc je pense qu'on est une société qui évolue bien. Il y a encore un bond important à faire. Dans le cadre du code de la famille. Je ne suis pas une femme de rupture. Oui. Je ne suis pas une femme de rupture. Parce qu'être dans la rupture, c'est ne pas être dans la réalité des choses. Et c'est de ne pas être dans le respect des uns et des autres. Moi, je suis une démocrate parce que je crois qu'on a le droit à la divergence de point de vue. Et que chacun a le droit à sa part dans la société. Je suis une femme d'évolution. Et je me dis que
entre l'ancien code de la Moudouana et 2003, et en 2004, ça a été une vraie révolution. Entre 2004 et Inch'Allah, le nouveau, ce sera un autre pas en avant. Un autre pas en avant pour la famille et pour oui, je suis optimiste. Je suis optimiste, mais je n'appartiens pas aux rupturistes qui veulent faire passer les choses en force. Non. Non, je pense que ce qui est déjà extraordinaire, c'est qu'on a ouvert le débat, qu'aujourd'hui le débat est ouvert entre les différents représentants des différents courants et que cette liberté est déjà pour moi une réussite. D'accord, mais en tant que... Je vais conclure sur ce chapitre par oui, je vous ai dit, mais là c'est vraiment vous m'interrogez plus sur le gouvernement. En tant qu'ancien avocate, vous reconnaissez avoir assisté à beaucoup d'injustices entre hommes et femmes. Oui, et entre hommes et hommes, et entre hommes et hommes. Non, je parle dans le cadre du mariage, du code de la famille. Oui. Vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'il y a des inégalités. Oui, mais il faut une amélioration, je ne suis pas en train de dire. C'est bien pour ça que je vous disais, nous avons même des lignes rouges. D'accord. Nous avons même des lignes rouges. Donc on va y arriver progressivement. Oui, il n'y a pas de raison. D'accord. Puis c'est extraordinaire, nous sommes dans un pays où on a un féminisme d'État. D'accord. Allahumma lak alhamd, la réforme de la Moudouana est demandée par le chef de l'État, par notre roi. Absolument. Et c'est extraordinaire. Heureusement qu'il est là. Mais c'est extraordinaire. Je suis absolument d'accord. Donc à partir de là, je peux être qu'optimiste. D'accord. Et la femme, elle s'impose de toutes les manières. Elle est en train de s'imposer. Elle donne du résultat et elle contribue pleinement à l'émancipation. Et avec ça, en étant une femme moderne, épanouie, elle préserve aussi la tradition. C'est vrai. C'est la gardienne. Et donc, voilà. D'accord. On va passer au bilan de votre ministère. Finalement. Je vais commencer par le programme d'éradication des bidonvilles qui s'éternise depuis 2002. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Depuis 2004. Alors, le Ville sans bidonville a été déclenché en 2004. Il a connu des francs succès. Le problème du Ville sans bidonville, c'est la prolifération et le recensement de la prolifération. D'accord. Voilà. Donc, c'est souvent le fruit d'une exode rurale, d'une absence de planification. On parlait tout à l'heure des documents d'urbanisme, une absence de planification qui permettent d'anticiper une politique de l'habitat pour éventuellement accueillir ces flux entre le rural et l'urbain. Et l'absence de maîtrise de cette prolifération. Et c'est comme ça que sur les chiffres de 2004, on s'est retrouvé à plus de 60 ou 70% d'augmentation par rapport au chiffre initial. Mais à ce jour, nous avons réussi à résorber 70%. Sur le bilan de ce gouvernement, pour vous donner un petit peu, entre 2018 et 2021, nous étions à une moyenne annuelle de traitement des bidonvilles de 6 200 ménages. Nous sommes aujourd'hui à 18 600 depuis l'arrivée de ce gouvernement. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Concrètement, ça veut dire que nous avons trouvé des solutions. Nous sommes 18 000 ménages. 18 600 ménages annuels depuis notre arrivée, ce qui fait en 2 ans et demi, faites le calcul. Et je considère que c'est un chiffre qui en dit long sur à la fois la volonté du ministère de l'Intérieur et de notre département qui travaille de concert. Nous sommes allés sur une approche innovante de l'intégration du partenariat privé. Mais en même temps, sur les territoires où le relogement dans les appartements est complexe, nous avons accompagné, notamment par la redynamisation de l'Umran, ces territoires-là. Et nous sommes arrivés à 18 600 ménages traités. D'abord, j'ai l'intime conviction que la célérité est la seule manière de maîtriser. 2, le contrôle. Aujourd'hui, nous avons un certain nombre d'outils modernes, comme les drones, pour pouvoir maîtriser nos territoires et voir que dès qu'il y a de l'habitat clandestin, pouvoir le solutionner en amont avant de se retrouver avec des territoires entiers de clandestinité. Nous avons aujourd'hui attaqué le dossier le plus compliqué et je suis très, très heureuse de l'avancée des choses, c'est Casablanca. Casablanca, c'est 64 000 ménages clandestins sur un total restant au Maroc de 120 000. D'accord. Dans tout le Maroc, il y a 120 000 ménages qui vivent dans des bidonvilles. Voilà, à peu près. D'accord. À peu près. 120 000 ménages qui vivent dans des bidonvilles. La moitié à Casablanca. 60 000. Oui, 64 000. Nous sommes allés donc sur cet appel à manifestation d'intérêt avec le partenariat public-privé, à savoir que nous allons contribuer au travers de l'aide au logement, plus les 40 000 dirhams que nous versons, plus la contribution du bénéficiaire, qui nous amène à des logements sociaux tels que nous les connaissons.
Et aujourd'hui, sur les 64 000, nous avons 64 000 offres de promoteurs immobiliers qui s'intègrent complètement à ce… Sur CASA? Oui, qui ont répondu favorablement. Aujourd'hui, c'est en cours d'autorisation. Nous finalisons les signatures avec les différents partenaires, à savoir le ministère des Finances et le ministère de l'Intérieur, pour pouvoir accompagner. Et ça, c'est un programme qu'on va faire sur 4 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire dans 4 ans, il n'y aura plus de bidonville à Casablanca? Inch'Allah. D'accord. Est-ce que vous avez commencé en parlant de l'exode rural? Est-ce que finalement, si la sécheresse devait se poursuivre, est-ce que ce n'est pas un peu le serpent qui se mord la queue, à savoir vous solutionnez les bidonvilles, mais l'exode rural étant, des milliers, voire des dizaines de milliers de personnes vont venir à leur tour. Oui, ça c'est une réalité. Alors, planifier, anticiper, avoir une politique de l'habitat, et c'est pour ça que pour la première fois ce ministère a lancé ce qu'on appelle les plans régionaux d'habitat. Vous savez qu'aujourd'hui on faisait des politiques de l'habitat sans réellement connaître la réalité de nos territoires. Aujourd'hui nous en avons déclenché 6 sur 6 régions. Cartographier, connaître les besoins, où est-ce que nous avons du surproduit, où est-ce que nous n'avons pas, quel est le besoin de la région, et avoir réellement une cartographie de telle sorte à pouvoir, dans les plans d'aménagement, initier. Tout ça est très lié, comme souvent le veut l'économie, pour pouvoir initier des dynamiques beaucoup plus orientées et spécifiques, parce que les besoins de Daraa Filelt ne sont pas les besoins de Casablanca. Voilà. Donc il y a une part de risque, mais il y a aussi une réalité qu'il faut dire, et qui est triste, c'est qu'il y a une économie aujourd'hui du clandestin. C'est un business, vous voulez dire? Il y a un business. Il y a des gens, bien sûr. Bien sûr. Je vais vous dire, nous, pour la première fois, nous avons fait le registre des bénéficiaires. D'accord. Nous avons fait pour la première fois un registre de bénéficiaires. C'est-à-dire que les gens bénéficiaient. Il y avait des gens qui nous avons 14 000 doublons. 14 000, pardon? Doublons. Des gens qui ont bénéficié 2 fois. D'accord. Donc je pense que oui, il faut trouver des solutions, et les solutions, nous les avons trouvées notamment avec le partenariat public-privé qui va nous permettre une certaine célérité dans le processus. 2, il faut du contrôle. Il faut que les territoires puissent s'outiller de telle sorte à ce que nous puissions mieux maîtriser nos territoires pour pouvoir anticiper les problèmes, et je pense qu'on y arrivera. D'accord. Est-ce qu'on peut imaginer que d'ici 2030, il n'y ait plus aucun bidonville au Maroc? Moi, j'espère même avant. Même avant. J'espère même avant. Croyez? Oui, parce que sur les 120 000, les vrais territoires où il y a eu encore une pression, c'est 7 territoires, dont Casa essentiellement. Casa, nous avons déclenché la dynamique, et très sincèrement, il y a un travail formidable qui est en train de faire sur Casablanca et qui portera ses fruits. Et nous avons encore un peu Guersif, mais les solutions sont déjà opérationnalisées. Nous avons Marrakech, où il y a encore à peu près entre 10 000 et 12 000 ménages, mais les recensements ne sont pas encore arrêtés, où nous allons sur la même approche de partenariat public-privé. Et nous avons 7 territoires, donc Larache, Guersif, Darbida, enfin voilà. Kenitra, la région de Rabat, extraordinaire, nous avons presque achevé à 100%. Les personnes sont encore en cours de relogement, mais le programme est quasi à sa fin. Tout ça est très coûteux. Mais ça libère du foncier. Quand ça libère du foncier privé, le privé contribue, ce qui est normal. Quand ça libère du foncier public, un partenaire public peut contribuer donc à ce programme. Et ça va pouvoir aussi de libérer du foncier, de donner de la dignité aux gens, de leur permettre d'habiter dans des habitats dignes de ce nom. Et derrière, libérer du foncier, notamment dans Casablanca et dans d'autres territoires, pour pouvoir redynamiser ces territoires-là. D'accord. Qu'est-ce que vous avez fait pour les doublons, pour les gens qui ont bénéficié de 2… Rien, il n'y avait pas de règles, il n'y avait pas d'interdiction, il y avait juste une absence de… En fait, les territoires travaillaient de façon indépendante les unes des autres, et donc celui qui bénéficiait. Maintenant, l'autorité fait son travail, et quand il y a les smasriya de bidonville, aujourd'hui, il y a des arrestations et puis il y a sûr des sanctions. D'accord. Et que c'est terrible pour l'image du Maroc qui se prépare à accueillir le mondial, de voir subsister des bidonvilles dans certaines grandes villes du pays. Excusez-moi de vous le dire, pour moi c'est honteux de savoir que dans un pays qui se développe aussi vite et aussi bien que le nôtre, il y a encore des Marocains qui vivent dans ces conditions-là. Je suis d'accord. C'est d'abord ça qui me touche en tant que Marocaine.
Et puis ensuite, bien sûr, si les visiteurs du Maroc, on aime montrer la plus belle image que nous avons de nous-mêmes. Et effectivement, ces quartiers dits clandestins n'ont plus de raison d'être aujourd'hui dans un Maroc qui connaît des programmes d'habitat d'envergure. D'accord. Je pense qu'on a fait le tour de la question là. Oui, si ça on va quand même parler des aides au logement. Les aides au logement, je crois que vous êtes à 10 000 bénéficiaires. On est à 11 175 vendredi soir. D'accord. Alors, moi je voudrais que, si vous voulez bien, répondre aux questions de la fédération. Et 72 000 inscrits. D'accord. Les promoteurs immobiliers. Que j'ai reçus il y a 3 semaines, pendant le ramadan ici, et une réunion extraordinaire où tout le monde était très emballé et heureux de voir comment les choses évoluent. D'accord. Alors, ils m'ont fait part de plusieurs critiques en off, bien évidemment. Ils disent que voilà, en fait. C'est dommage. Je vais vous dire pourquoi c'est dommage. Parce que moi, je ne parle jamais en off. Ouais, je parle en on. Je sais. Et je suis tellement pour la liberté d'expression et pour assumer les choses. Et je ne suis pas une revancharde. Si s'exprime au contraire, j'appellerai la personne en lui disant « explique-moi, peut-être qu'il y a quelque chose qui m'échappe ou peut-être que quelque chose t'échappe ». Donc voilà, moi je m'exprime en on. Ils parlent d'un parcours du combattant terrible, notamment au niveau des agences urbaines. Ils disent pour monter par exemple ce programme, il faut une centaine de signatures. C'est terrible, ça nous handicape. Les agences urbaines font leur propre interprétation des textes. Chacun et voilà. Donc ils n'ont pas l'air très emballés par ce programme. Non, ils sont très emballés et les chiffres que je vous ai donnés avec une augmentation des ciments par rapport à l'année dernière de 21%, avec une mise en chantier augmentée de 56% par rapport à l'année dernière, avec l'augmentation de l'octroi des crédits. Tous ces indicateurs qui sont des indicateurs objectifs de l'Observatoire nous montrent que ce programme est extrêmement bon. J'ai rencontré moi-même la FNPI et puis j'ai rencontré des gros promoteurs qui sont tous emballés. Ils sont aussi, et on est conscient qu'on a lancé le programme, que sur les 2 premières années, il fallait laisser du temps au marché de se réajuster aux produits donnés. Donc aujourd'hui, je sais que tous les promoteurs travaillent sur le réajustement de leurs produits. Mais en attendant, nous avions fait le parti pris de ne pas geler les transactions cette année parce qu'il y avait une crise menaçante d'un secteur, il y avait un besoin et donc on est parti sur le permis d'habiter de 2023, 2023 étant calculé par rapport aux années Covid et voilà. Et donc 2023, aujourd'hui il y a du stock. Ce stock, en l'espace de 3 mois, nous avons 11 175. Alors justement, ils disent que c'est 11 000, 8 000 logements attribués. En fait, ils datent des stocks anciens, avant le début de l'aide au logement. Ce qui est normal. Puisque nous avons fait un permis. Il n'y a pas eu beaucoup de mises en chantier. Ah non, mais les mises en chantier, on ne va pas voir leurs produits maintenant. On va les voir dans 18-24 mois. C'est pour ça que le programme dure sur 5 ans. D'accord. Et donc, quelque part, il était question de résorber le stock post-Covid. Parce que l'objectif, il est à la fois social et économique. Relancer le secteur et derrière, réduire le déficit. Donc, on avait besoin de donner à la population. Vous voyez, c'est là où le débat est ouvert. Certains vous disent non, en 2023, il aurait fallu démarrer en 2020. Moi, j'ai répondu que je n'avais pas vocation à déstocker. Si un promoteur immobilier a fait un mauvais business plan et que la conjoncture est ce qu'elle est et qu'il n'a pas pu résorber son stock, ce n'est pas le rôle non plus de l'État. Le rôle de l'État, c'est de pouvoir redynamiser un secteur, créer de l'emploi et réduire un déficit. Voilà les objectifs de ce département. Donc non, le parcours du combattant, ce n'est pas celui du programme. Celui du programme, c'est une plateforme digitale. On ne peut pas faire plus simple. Le citoyen rentre, en quelques clics, il va chez son notaire, le notaire clique à sa place, on signe et il obtient son aide. C'est peut-être l'un des programmes digitaux les plus performants qui existent. Mais ils vous l'ont pas fait part de critiques quand vous les avez reçus? Très sincèrement, la réunion était extraordinaire. J'ai reçu en même temps les notaires et les promoteurs. D'accord. Et cette réunion se voulait à un seul... Nous sommes à 3 mois. Ouais. On ne peut pas tirer de véritable bilan au bout de 3 mois, mais il y a une première lecture à faire. Je suis à l'écoute. Qu'est-ce qu'il faut que je rectifie ou que je modifie pour la loi de finances de l'année prochaine de telle sorte à... Bon, il y a toujours les revendications des promoteurs, la fiscalité, qui n'ont rien à voir avec ce programme-là. D'accord. Maintenant, est-ce que l'administration marocaine, de façon générale, est un parcours du combattant? Oui. Est-ce qu'on est en train de mettre en place et on digitalise
pour pouvoir faciliter et raccourcir les procédures. Est-ce que oui ou non, par la déconcentration, la régionalisation, on essaie d'alléger les procédures? Oui. Est-ce que la ministre de la fonction et l'ensemble des départements travaillent sur l'allègement maximal des procédures? Oui. Est-ce que c'est encore compliqué? C'est encore compliqué. Maintenant, le fait d'avoir outillé par des plans d'aménagement fait que le directeur d'agence urbaine n'a plus d'interprétation. Il a un décret. Il est obligé de l'appliquer. Maintenant, certains promoteurs ont pris un certain nombre de réflexes avec la dérogation. Peut-être qu'ils gagnent moins qu'il y a 15 ans, qu'il y a 20 ans. Mais ils gagnent mieux. Ils gagnent sur tous les territoires. Mais faire un programme sur mesure, ce n'est pas possible. Préserver la cohérence de nos territoires, c'est un challenge. Relancer l'économie, c'est un challenge. D'accord. Et les deux peuvent être compatibles dès lors qu'on est face à un promoteur qui sait innover. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous faites au ministère pour préparer le mondial? Écoutez, on est au début. D'abord, là, il y a au mois de juin, fin juin, je crois, le dossier final. Nous travaillons en parfaite intelligence avec les différents départements, avec la fédération, pour pouvoir les accompagner sur tout ce qui est aménagement, notamment sur les plans d'aménagement. Il va falloir des fan zones, il va falloir... c'est de votre compétence sur la partie planification, oui, c'est de notre compétence. Donc sur la partie planification, nous sommes en train de les accompagner par rapport au programme final qui sera adopté pour pouvoir mettre en place les outils et pouvoir libérer notamment la planification par rapport au transport, par rapport à un certain nombre de choses. Et puis nous accompagnerons les territoires qui vont accueillir par de la politique de la ville, de la mise à niveau, de l'embellissement de ces territoires-là. Donc vous pensez pouvoir remplir le cahier des charges d'ici 2026, je crois, de la FIFA? Oui. 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 Alors, je ne connais pas très bien les règles de la FIFA, je me fie complètement D'accord, il y a un cahier s'il faut des dire charges que j'ai qui maîtrise parfaitement son... Oui, il y a un cahier de charges qui va être apparemment, le dossier sera approuvé en juin. Une fois qu'il est approuvé, tous les départements concernés vont se mettre au travail pour pouvoir arriver à échéance, Inch'Allah. Un exemple de chantier, par exemple, de votre ministère par rapport à cet événement? Des fan zones, oui, on va être contributeur à côté d'autres partenaires, comme le ministère de l'Intérieur, comme d'autres ministères, pour pouvoir réaménager un certain nombre de zones, oui. Mais une fois qu'elles seront arrêtées par le cahier de charges. Très bien. Une fois le cahier de charges en main, on pourra à ce moment-là faire une répartition des tâches et chacun travaillera dans son département avec ses prérogatives. Très bien. Dernier chapitre, c'est très rapide, je vous rassure. Question d'actualité sur la nature du remaniement qu'on dit imminent. Est-ce que c'est une rumeur ou une information? Je sais que ce n'est pas vous qui décidez, c'est Sa Majesté, le chef du gouvernement. Tout à fait. Vous êtes quand même dans ce gouvernement. Est-ce qu'il est question de remaniement? Oui, je représente aux côtés de mes deux amis et collègues Mehdi Ben Saïd et Salah Aboul Ghali une force politique qui constitue ce gouvernement. La discussion du remaniement, on y a fait allusion avec le chef du gouvernement. D'abord, un remaniement, c'est quelque chose de très courant dans la vie d'un gouvernement. Mais à ce stade, nous ne sommes pas, en tout cas pour notre part, nous n'avons pas encore tenu de réunion pour arrêter les conditions du remaniement. Donc voilà. D'accord. Il y a une volonté politique de remaniement et nous ne sommes pas contre, mais nous n'avons pas encore de structure ou de nouvelles structures d'un gouvernement. Et ça serait un remaniement ou un ajustement d'après vous? Ouvrons la discussion et puis je vous le dirai après. D'accord. Mais je veux dire, il n'y a pas de problème politique entre les trois parties? Non, d'accord. Du tout. Est-ce que... Du tout et très sincèrement. Hein. Il y a des fois quelques désaccords et c'est normal, hein, on n'est pas non plus... Et voilà, il y a quelques désaccords, mais qu'on sait régler avec intelligence et par le dialogue et par la bonne volonté des uns et des autres. Et au sein de votre parti, vous avez des demandes de ministrabilité, non, j'imagine? Pas moi, personnellement. D'accord. Je suppose qu'il y a des envies, je suppose qu'il y a des ambitions et les ambitions sont légitimes. Hein. Quand on a une compétence, qu'on a un parcours militant, c'est légitime d'avoir de l'ambition, mais je n'ai à ce jour reçu aucune requête
de personnes. D'accord. Est-ce que votre prédécesseur à la tête du parti va rester ministre de la Justice? Je vous ai dit, on n'a pas encore ouvert le chantier. Moi, je considère que Abdelatif Wahbi est un bon ministre de la Justice. Il a souvent fait polémique parce que c'est un personnage aussi. Il a souvent fait polémique, mais il a réussi aussi à créer du débat et il a réussi à porter le code de procédure pénale, le code de procédure civile qui était en dormance depuis des années, qui sont aujourd'hui au Parlement. Il a su arriver à échéance avec les membres de la commission sur le projet de Moudouana qui a été soumis à Sa Majesté. Donc je pense qu'en tant que ministre de la Justice, c'est un bon ministre de la Justice. Est-ce qu'il restera? Est-ce que moi je resterai? Est-ce que ça, je ne peux pas vous répondre et je ne peux pas anticiper, surtout que je n'ai pas la charge du chantier d'un remaniement. C'est au chef de gouvernement de venir éventuellement exprimer. Et puis à ce moment-là, et moi et mon collègue, ami Sénézar Baraka, avec Aziz Khnouch, nous discuterons d'une éventuelle architecture du gouvernement à soumettre à Sa Majesté, que le chef du gouvernement aura la charge de soumettre à Sa Majesté de considérer l'opportunité ou pas. D'accord. Voilà. C'est la première participation de votre parti à un gouvernement. Ouais. Est-ce que vous pensez être devenu vraiment un parti de gouvernement après 2 ans et demi? Nous sommes un parti, oui, de gens engagés, de gens qui avons une vision, qui a fait ses preuves, qui a commis ses erreurs, qui a su s'en redresser, qui aujourd'hui est fort, qui a une légitimité populaire, qui s'est accrue avec le temps, qui a la légitimité des urnes, qui gère des territoires, qui gère des villes, qui gère des régions et qui s'en sort très très bien en tant que gestionnaire, qu'il est aujourd'hui présent au gouvernement et présent avec force. Il n'y a pas un seul département qui n'a pas déclenché des chantiers d'envergure sur lesquels il a des résultats et des ambitions. Donc oui, je pense qu'on est un parti indispensable aujourd'hui à la scène politique. Nous avons souvent bousculé. Et c'est bien pour un parti politique, nous avons bousculé à la création, nous avons bousculé à la moitié de notre parcours, nous bousculons aujourd'hui par une approche innovante de la gestion partisane avec un collège qui a surpris, mais je considère que ça nous ressemble plus à nous. D'accord. Vos priorités pour la deuxième partie du mandat? En tant que ministre, en tant que parti politique, en tant que maire de la ville? Non, en tant que parti. En tant que parti, d'abord, vous le disiez tout à l'heure, c'est le véritable challenge, c'est l'emploi. Nous avons une population qui est jeune. Nous avons une population qui a des Pour l'instant, c'est pas gagné. Qui a des compétences, mais nous avons aussi beaucoup de jeunes Marocains qui n'ont pas de compétences et qui n'arrivent pas à s'intégrer à un tissu économique pourtant florissant. Je pense que c'est la priorité des priorités, il n'y en a pas d'autre. Pour moi, l'engagement politique, c'est d'abord faire que l'ensemble de la jeunesse marocaine soit fière, heureuse de vivre sur cette terre et de ne plus considérer que l'ailleurs est meilleur. Voilà, donc si on a, et je pense que ça commence par l'école et ça continue par l'emploi. Et c'est un challenge gouvernemental. C'est un challenge aussi des partenaires privés, oui. Et de leur capacité à innover, à redynamiser le champ économique, à être une force de proposition pour créer une nouvelle génération d'emplois. Et le monde est en train de changer, vous le voyez avec l'intelligence artificielle, il y a peut-être des fenêtres aussi qui s'ouvrent, mais le Maroc n'est pas à la traîne. Moi, je vois l'UM6P qui n'est pas très loin de chez moi, à Ben Grir, et je vois ce qui s'est fait avec l'école le 1337, c'est ça? Oui, tout à fait. Avec l'école du 1337, c'est extraordinaire, où on récupère des jeunes talents, on les accompagne. Ça, il faut absolument ça. Il faut sortir des formations qui sont totalement inadaptées à la réalité de notre économie. C'est bien d'avoir une formation multiple et diverse, mais il faut aussi qu'elle puisse ensuite être absorbée par un marché de l'emploi. Et je pense que nous sommes tous très conscients que c'est le principal challenge et nous y réussirons, Inch'Allah. D'accord. Vos chances pour 2026, tous les partis veulent devenir premiers, arriver premiers, bien évidemment. Oui. Mais est-ce que le PAM, vous, à titre personnel, on vous a vu après le tremblement de terre dans la région de Haouz, vous êtes à titre personnel très populaire. On a vu les images, mais qu'en est-il de votre parti? Est-ce qu'en 2026, vous pensez avoir des chances de gagner les élections?
D'abord, tous les partis veulent arriver premier. C'est Oui. pas arriver premier pour arriver premier. Hein. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est arriver premier pour défendre une manière de voir, une manière de faire et une société à laquelle on aspire. Donc, il y a derrière, au-delà même d'un pur programme, il y a un message fort. Il y a un message fort d'un idéal de société auquel on aimerait contribuer. Est-ce que mon parti arrivera premier? Il n'y a pas de raison qu'il n'arrive pas premier. Il n'y a aucune raison. Vous y croyez? Je suis populaire, je ne me prononcerai pas. En tout cas, j'ai été élue, oui, j'ai une légitimité populaire. Cette légitimité, je la puise de ma sincérité dans l'engagement, de ma proximité, de l'écoute des gens. Et le PAM a entendu les reproches qui lui ont été faits, a entendu les critiques, a entendu les attentes des Marocains. Sur une moralisation de la vie publique nécessaire, sur une jeunesse qui doit être dans la représentation. Vous avez vu, nous, quand on a pris le ministère de la Jeunesse, on a mis un jeune parce qu'on y croit, parce qu'on pense que le changement arrive par quelqu'un qui comprend ce qu'il sert. Et je pense qu'aujourd'hui, nous avons un vrai parti politique. Il y a un esprit de concertation, il y a un esprit de famille, il y a un idéal commun. Il y a beaucoup d'humilité, ce qui nous avait manqué à un moment, beaucoup d'humilité dans l'approche militante. Il y a suffisamment de compétences en interne pour travailler sur un programme qui soit en adéquation avec les attentes des Marocains et en adéquation aussi avec notre militantisme à nous d'un Maroc authentique et moderne pour lequel on se bat. Donc oui, il n'y a aucune raison qu'on n'arrive pas premier. Vous êtes loin de l'usure du pouvoir comme le PJD, par exemple, après 10 ans de gouvernement. Je ne me compare pas aux autres partis parce que nous, très sincèrement, notre vision... Le RNI, ça fait 15 ans qu'il est au pouvoir. Notre vision au PAM, ce n'est pas de se construire en opposition à qui? Notre vision aujourd'hui au PAM n'est pas de se construire en opposition, de se construire en opposition à personne. Ce qui nous importe, c'est nous construire en adéquation et en cohérence avec notre vision de la société. Des autres. On se distingue des autres, les Marocains le diront. D'accord. Pour ma part, je considère que le parti évolue bien, oui. Et qu'il a toute sa place sur la scène politique, qu'il a arraché ses galons, qu'il a commis ses erreurs, qu'il a su s'en redresser et qu'aujourd'hui c'est un parti respectable avec une vision, avec une élite politique sérieuse, engagée. Oui. Est-ce qu'on est mieux que les autres? C'est même pas la question. Non, c'est pas la question. Est-ce que ce qu'on a à offrir aux Marocains, il faut aujourd'hui un programme, il faut de la crédibilité et il faut beaucoup de travail et d'engagement. D'accord. Voilà. Donc on ne s'attend pas vous attendez à améliorer votre score finalement. Inch'Allah, bien sûr. Une dernière question. Tout ce travail et tout cet engagement de nos ministres, de nos élus, de nos femmes, de nos jeunes, pour stagner, non. Je pense que nous avons toutes nos chances de pouvoir évoluer. D'accord. Vraiment ma dernière question. 3 mois après le congrès, comment vous évaluez ce système de direction collégiale? Très sincèrement, je vais vous dire, je fais partie des gens qui ont proposé ce système collégial. Je fais partie des gens, d'abord parce que vous auriez pu être élu secrétaire général haut la main. Sans prétention aucune, il y avait une volonté de la part des militants que j'y aille. Absolument. D'abord, j'ai 2 engagements d'envergure et sur lesquels je n'ai pas le droit à l'erreur. Du moins, j'ai le droit à l'erreur, mais je n'ai pas le droit à la faute. Voilà. Donc, pour moi, c'est d'abord 2 missions extrêmement importantes sur lesquelles j'ai besoin de donner et donner des résultats aux Marocains et aux Marocaines. Et donc, voilà. Il y avait cette contrainte qui était une contrainte liée à mes fonctions. Mais d'un autre côté aussi, c'est ma culture et c'est la culture de ces jeunes dirigeants du parti. On a toujours travaillé ensemble. Il faut savoir que ce trio, on est rentré en politique en même temps, quasi en même temps. D'accord. Et nous avons quasi le même parcours tous. On a osé les élections très jeunes, sans avoir d'expérience. On a géré des territoires. Salah s'est retrouvé à Mediouna, moi à Marrakech. Donc on a un parcours commun. Et c'est effectivement un mode de fonctionnement. Nous avons connu les crises et nous avons milité du même côté quand le parti a connu ses crises. Donc on a toujours été, quand il y a eu Nida al-Mustaqbal, l'appel de l'avenir, les 3 premiers signataires, c'est moi, Salah Aboulghali, Mehdi. Donc
on n'est pas des potes au sens copain, et non, c'est pas ce qui importe. C'est qu'on a appris à travailler ensemble. On a les mêmes valeurs, on a les mêmes ambitions pour notre parti et les mêmes ambitions pour notre pays. Et je trouvais ça extraordinaire de pouvoir dire on sort de cette espèce de truc à l'ancienne où le ténor se substitue aux bases. Et non, on ne veut pas être ça. C'est pas nous. On a dit qu'on allait faire de la politique différemment. Faire de la politique différemment, c'est aussi aller sur des directions collégiales, c'est de s'ouvrir aux autres, c'est de faire confiance, c'est de libérer les potentialités. Et on est, alors je ne vous cache pas, après le congrès, j'avais une petite appréhension. Comment, à 3 prérogatives, qui fait quoi? Est-ce que ça ne risque pas de nous mener au conflit? Je vous assure, on a eu, pour être sincère avec vous, hein, les 3 premières semaines, 3 premières semaines, des petits couacs d'agenda, des petits couacs. Et puis aujourd'hui, les choses sont complètement redevenues normales. On travaille, on a un petit groupe WhatsApp où on est en concertation quotidienne. On s'est mis d'accord sur un bureau politique, sur un conseil national. Les choses se sont bien passées. On a travaillé des heures durant sur la charte éthique, où on avait un comité des avocats du parti et des militants du parti qui ont été dans la concertation. Ils nous ont restitué, on en a fait lecture, puis on l'a partagé. Je pense que c'est bon parce que ça construit des institutions au détriment de ce que nous appelions le zaïm. D'accord. Voilà. On ne gère pas notre téléphone, on ne gère pas notre parti à travers des téléphones, du copinage, du clientélisme ou des choses comme ça. On gère le parti au travers de ces institutions, dans le respect de ces institutions. Notre rôle à nous, en tant que collège, c'est de renforcer les institutions de telle sorte à ce que chacun puisse être autonome, mais en cohérence. Donc ce système est appelé à durer ad vitam aeternam? Je ne sais pas, ça sera toujours la décision du bureau politique et des militants, mais il n'y a pas de raison qu'il soit remis en question, en tout cas pour l'instant. Avant le prochain congrès, en tout cas. Je ne sais pas. Honnêtement, on n'est pas du tout là-dedans. On est sorti d'un congrès qu'on a fait en temps et en heure, qui était en plus dans des conjonctures assez compliquées où le parti en prenait pour son grade. On est sorti avec un super congrès, super ambiance, mais je considère que c'était un vrai succès. Le Conseil national, idem, l'implication de tout le monde. Je pense qu'il y a une dynamique, une énergie positive en ce moment au parti. Et beaucoup de gens se retrouvent, qui n'y étaient plus, qui sont revenus, qui sont des plus-values. Donc tout ça va créer, je pense, une bonne dynamique partisane. D'accord. Eh bien, écoutez,